l'Iran, et on le verra plus tard dans l'émission, l'Iran prétend disposer de missiles hypersoniques. Quels sont les risques de retour, de boomerang qui pèsent sur les Américains? Les Américains dans la zone, logiquement, ils n'ont pas la capacité de protéger toutes leurs bases en même temps. Ils en ont beaucoup, donc logiquement, c'est pour ça qu'on voit certaines bases du Qatar qui ont été complètement vidées ce soir. Il y a des images satellites qui l'ont montré, donc ils ont relocalisé une partie de leurs moyens aériens sur les bases dans lesquelles ils peuvent assurer la protection contre ces missiles balistiques. Ils ont vidé ce soir, dis-nous, des bases entières. Oui, il y a certaines bases au Qatar dans lesquelles il y avait des dizaines d'avions de chasse. Il y a des photos satellites qui sont sorties il y a une demi-heure qui sont aujourd'hui vides. Donc ça, maintenant, on sait qu'ils sont en train de se préparer à subir des attaques en relocalisant leurs moyens, pas à proximité des djihadistes qu'ils essaient de taper en Irak, mais là où ils peuvent réellement les protéger. Regardez cet avion. C'est sans doute, si dans les heures, minutes qui suivent, Trump dit « allez-y », c'est sans doute cet avion qui sera la pièce maîtresse. Expliquez-nous bien pourquoi. D'abord, c'est votre passion, Xavier Titelman. Regardez, Xavier Titelman, il est gravement atteint de pathologie aérienne parce que son visage s'est illuminé quand on parle d'avion de guerre. Là. Chacun, c'est... Oh, c'est un joli B2. Alors, en fait, il faut comprendre, ça, c'est la raison pour laquelle les Américains n'ont pas de système social. C'est 2 milliards de dollars qui sont en train de voler devant nous. Ils en ont une douzaine. C'est un avion furtif, un bombardier stratégique furtif à très long rayon d'action qui a une capacité d'emport pour lancer des bombes qui peuvent aller jusqu'à 12 tonnes et demie. Ça veut dire qu'il peut survoler un espace sans être détecté, sans avoir même besoin de demander l'autorisation de survol et violer des espaces aériens sans que ceux qui subissent ce viol ne le sachent. Donc il peut voler au-dessus de Oman sans demander, traverser l'Arabie Saoudite, il va aller à la verticale des cibles, plutôt que de devoir lancer des missiles à 300 km de distance, il peut passer à la verticale, balancer une bombe de 12 tonnes qui va s'enfoncer et détonner à 60 mètres de profondeur. Et étant donné les infrastructures profondément enterrées de l'Iran, c'est ça qui est utile. Non, un général disait un jour en Bosnie, nous Américains, nous ne résolvons pas les problèmes, nous les écrasons. En fait, voilà, donnez-moi des cibles et puis on les écrasera. Non, oui, les Américains... Mais c'est ça, la force. Moi, je suis fasciné par ça. On voit à quel point c'est pas une logique calibrée. Ils sont très il veut l'être pas à une fois, 2 fois plus fort, il veut être 100 fois définitivement. Plus fort, 100 fois. Oui, il faut écraser. Il faut le rapport de force soit écrasant. Et les Américains, pour le coup, sont très méthodiques. Donc, avant de commencer une opération, ils réunissent les moyens qui permettent effectivement d'écraser l'ennemi. Ils ne font pas des opérations... Comme nous, par exemple, l'opération Serval au Mali, qui s'est déclenchée en quelques heures, eux ne sont pas capables de le faire. Eux, ils auraient réuni tout un tas de moyens avant de s'engager. C'est ce qu'ils seront en train de faire. Mais généralement, c'est quand même un peu un indice qu'ils ont l'intention de s'en servir. Oui. C'est ça. Et ce soir, Trump formule de manière explicite ce qu'il appelle un ultimatum, c'est-à-dire soit l'Iran accepte une capitulation complète, soit ce sont les bombardements. 2 mots très simples. Une reddition sans condition. Soyons clairs, j'en ai assez. J'abandonne. Ça suffit. Ou alors nous allons faire exploser tout le matériel nucléaire présent là-bas. Ils ont toujours eu de mauvaises intentions. Ça fait 40 ans qu'ils disent « mort aux États-Unis, mort à Israël, et mort à tous ceux qu'ils n'aiment pas ». Ils sont comme des brutes, comme des harceleurs à l'école. On verra ce qui va se passer. Beaucoup de choses peuvent arriver. Une guerre, c'est complexe. Rien n'est jamais complètement terminé. Voilà, capitulation complète, reddition sans condition. Et il y a des actions, pour ainsi dire, préparatoires. L'armée israélienne a bombardé des centrifugeuses, le site de production de centrifugeuses de plusieurs installations de fabrication d'armes, notamment dans la région de Téhéran. Regardez cette modélisation qui est faite par l'armée israélienne, publiée aujourd'hui. Xavier Titelman, qu'est-ce qu'on y voit très exactement ? Alors là, pour l'instant, c'est juste des bâtiments vus de haut, mais d'après l'armée israélienne, c'est là qu'on produirait une partie des centrifugeuses qui sont ensuite utilisées pour justement concentrer l'uranium pour atteindre des niveaux d'enrichissement qui permettent de produire des bombes atomiques derrière. On est à plus de 2200 km, si je ne dis pas de bêtises, depuis la frontière israélienne. Ça veut dire nécessairement que soit vous avez des avions comme les F-15 qui vont larguer une partie de ce qu'on appelle des réservoirs largables, et on a vu en Syrie ces réservoirs largables qui étaient récupérés au sol par des gens qui essayent de siphonner ce qui reste de carburant à l'intérieur. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, ils ont la capacité de faire des allers-retours sans avoir besoin de leur propre ravitailleur. Ils vont très loin, ils lancent des missiles qui vont aller à 300 km de portée, et ensuite ils font l'aller-retour dans l'autre sens. Ils n'ont pas besoin de ravitailleur pour faire cet aller-retour ? 2200 km plus 300 km de portée pour les missiles de croisière, donc 2005 pour le F-35. Pour le F-15I avec 3 non, les F-15, même les F-16 d'ailleurs. Ils peuvent s'en passer, mais les F-35, ils ont forcément besoin de ravitailleurs. F-35, oui, mais c'est pour ça que je dis les F-15 sont ceux qui ont la plus longue allonge opérationnelle. Oui.
Et ils portent beaucoup plus. Les F-15, c'est vraiment le cœur du système. C'est ceux qui portent le plus de munitions, c'est les plus gros frappeurs. Le camion à bombe. Mais quelle est la capacité de contre-feu des Iraniens avec cette menace qui a été, d'après l'Iran, mise à exécution? L'Iran aurait tiré des missiles hypersoniques contre Israël selon la télévision d'État. Les gardiens de la révolution affirment que l'Iran a tiré un missile hypersonique vers Israël. Ce projectile appelé Fatah a été déjà utilisé lors de l'attaque de l'Iran sur Israël en 2024. Au cœur d'une salve de 180 missiles, il suit une trajectoire en forme d'arc dont le nom signifie victorieux. On va entrer dans la technique. David Titelman. Alors, en fait, il y a plusieurs avantages par rapport aux autres missiles traditionnels, comme par exemple le Shahab 3 dont on a beaucoup parlé. C'est que le Shahab 3, par exemple, il est à propergol liquide. C'est-à-dire qu'en gros, il faut pendant des heures charger de l'hydrogène, des trucs très froids qui permettent accessoirement de détecter qu'on est en train de préparer un tir. Et donc, ça laisse parfois le temps à des missiles de détruire le site de lancement. Là, par contre, on claque du doigt. 2 minutes après, le missile, il est parti. Et donc, ça permet à des lanceurs de se cacher, de sortir, de tirer et de se cacher. Ensuite, l'Iran possède combien? Très peu, parce qu'il est rentré en opération, on dit, en 2022, et ils en produiraient 1 à 2 par mois seulement. Donc ça fait évidemment au bout de 2-3 ans qu'ils en auraient une cinquantaine peut-être, mais c'est déjà des quantités qui sont importantes. Mais sur les 3000 missiles balistiques qu'ils ont, celui-là qui est le plus difficile à intercepter, effectivement, ils en ont une toute petite quantité. Et a priori, ils ne l'avaient pas utilisé jusqu'à maintenant, mais on voit des salves annoncées qui sont très supérieures aux salves qu'on observe réellement sur le terrain. C'est-à-dire que ce qui arrive aujourd'hui jusqu'à Israël est de moins en moins nombreux. Et effectivement, s'ils avaient tiré ces missiles en même temps que les Shahab 3 au début, ça aurait probablement contribué dans cette saturation à avoir plus de missiles qui passaient. Or, le premier jour, il n'y a que 7 missiles qui sont passés, mais sur les jours suivants, on en est à 0. C'est-à-dire qu'ils restent interceptables. Sur la capacité de nuisance qui reste à l'Iran, je suis très impressionné de vous entendre. C'est vous, Michel Goya, vous disiez la France ne pourrait pas se prémunir si elle était soumise au même feu. Bien sûr. La France ne pourrait pas se prémunir. Oui, non, bien sûr, on n'a pas les capacités pour supporter, enfin se défendre contre des salves, des centaines de missiles qui arrivent tous les jours. Non, c'est vrai. Ça donne, une idée de la puissance encore maintenant de l'Iran, parce qu'on dit l'Iran est à genoux, à moitié à genoux, etc. Peut-être, mais elle a encore une puissance de feu considérable. Oui, mais tous les pays de la région, à partir du moment où ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus rivaliser avec l'armée israélienne en particulier dans le ciel, ou avec les Américains éventuellement, ils ont tous développé, la Syrie en premier d'ailleurs, tous développé une capacité de frappe de missiles en se disant ça passera toujours. Voilà, c'est notre force, c'est notre dissuasion conventionnelle à nous et ça passera toujours. Bon, le fait est que depuis on a fait des progrès et je pense d'ailleurs que si action militaire doit y avoir, ce sera d'abord contre les missiles balistiques. La menace principale immédiate pour eux, c'est ça. Donc ils commenceront par écraser tout le potentiel de missiles et après. Alors, entre-temps, oui, il peut y avoir des B2 qui vont taper des sites nucléaires. On comprend là l'ampleur de ce que vous venez de dire. Moi, naïvement, je suis vraiment béotien dans ce genre d'affaires. Je comprends là, c'est-à-dire l'ampleur de tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils veulent d'abord se prémunir. Ils savent qu'il y aura du contre-feu. Donc, c'est important pour eux d'avoir toutes les options de pare-feu. Donc, on commence par écraser toutes les menaces possibles contre eux. Et après, une fois qu'on a écrasé tout le monde, qu'on a la suprématie aérienne, là on fait ce qu'on veut et on déroule. Avec ces bombardiers qui partiraient de Diego Garcia, dites un mot de ça, on l'entendra plus tard dans l'émission, mais c'est sans doute l'enjeu central. Alors la base de Diego Garcia, c'est celle qui peut héberger ces fameux bombardiers stratégiques américains, les B2 qui sont furtifs. Ils ne peuvent pas les déplacer n'importe où parce qu'ils sont furtifs et donc il faut les protéger dans une atmosphère très particulière, des entrepôts avec une humidité très spécifique. Et donc ils partent de là. 3500 km, en fait, c'est un rayon d'action qui est génial parce que de cette base, ils peuvent toucher à peu près n'importe quoi dans tout l'océan Indien. Et là, de là, ils peuvent effectivement 4-5 heures plus tard être capables de délivrer ces fameuses bombes dont on a parlé, les GBU-57 qui permettent de détruire très en profondeur. On peut parier sans se tromper que s'il y a une carte qu'on présente ce soir au président des États-Unis, c'est celle-là. C'est-à-dire que les généraux américains lui disent voilà, nous avons là nos bombardiers et demain, si vous en donnez l'ordre, on les enverra bombarder. Le jour où les Américains décident d'appuyer sur le bouton, il y aura des missiles de croisière lancés par les navires, les sous-marins, les avions de chasse qui vont rentrer en jeu, les bombardiers stratégiques. Ça va être un déluge dans tous les sens. On parle de plusieurs centaines de missiles qui vont arriver dans la première nuit quand les Américains le décideront. Et oui, le B-52, lui, il permettrait par exemple d'éviter que des stocks de missiles balistiques puissent être utilisés dans les jours suivants en rétorsion de l'Iran sur les bases américaines.
Prenons la mesure de l'armada, l'USS Ford, il y a l'USS Nimitz, le porte-avions Nimitz, qui est croisé en mer de Chine méridionale. Et vous avez raison, là aussi, il déploie c'est quoi la formule? On déploie le Jean pour rhabiller Paul. À 1000 cap à l'ouest, il prend la direction du Proche-Orient sur fond de conflit. C'est un porte-avions qui peut emporter plus de 60 avions et 5000 hommes, général. Oui, alors les trois, sensiblement, par le Gerald Ford un peu plus, mais il ne faut pas oublier la base effectivement à Doha, donc qui est une sorte de 4e porte-avions, au moins aussi puissant en termes de capacité que les autres. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute l'escorte, tous les destroyers qui les accompagnent, qui sont pour certains ont des capacités de frappe aussi. Il ne faut pas oublier le sous-marin Oyo, de classe Oyo, qui est quelque part dans la région et qui à bord dispose de 150 ou 140 missiles de Tomahawk. Donc ça fait une force au bilan, ça fait une force de frappe qui est considérable. En gros, vous avez en termes d'avions simplement, vous avez l'équivalent de l'armée de l'air israélienne qui est là, avec cette particularité qu'elle sera plus proche de l'Iran que ne sont les Israéliens, donc elle sera capable de faire encore plus de sorties chaque jour, plus une capacité de frappe missile qui est colossale, plus la fameuse escadrille de B-2 qui peut faire des choses en plus que ne peuvent pas faire les Israéliens. Les porte-avions, les sous-marins, parce qu'ils sont entourés de sous-marins, il faut expliquer ça aussi, c'est-à-dire ces groupes, le groupe aéronaval, il a autour de lui des sous-marins quelque part sous les eaux. Oui, c'est un sous-marin d'attaque qui sont là surtout pour assurer sa protection. Dans le sous. Mais comme je disais tout à l'heure, un Oyo, c'est un sous-marin nucléaire, un ex-sous-marin nucléaire lanceur d'engins, un truc qui était censé lancer des missiles Trident, et qui a été déclassé et qui est transformé en lanceur de missiles conventionnels. Et il faut imaginer 140 missiles de croisière qui sont à l'intérieur de ce sous-marin. Dans un seul sous-marin. Un seul sous-marin. Et donc, oui, vous avez encore une fois une force de frappe qui est absolument colossale. Je veux préciser qu'il n'y a pas non plus il n'y a pas de force terrestre dans toute cette affaire. Il n'y a aucunement question sauf peut-être par des raids, des opérations de forces spéciales, de mettre le pied sur le sol iranien. Le dispositif aéronaval et le dispositif aérien. Regardez ces images qui sont extrêmement impressionnantes parce que on voit sa quantité. Ce sont les avions ravitailleurs qui partent des États-Unis et ceux qui arrivent en direction du Proche-Orient. Expliquez-nous bien cette carte, Xavier Titelman, parce que ça fait 2 jours maintenant que c'est en train de continuer et le flux continue. Alors, c'est les appareils qui sont suivis puisque c'est les avions de ligne qui ont été transformés pour être des ravitailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont des centaines de tonnes de carburant qui vont être à bord pour certains d'entre eux. 2 modèles, KC-46 étant le plus moderne, c'est des avions Boeing, en gros, grosso modo. Pourquoi aller les chercher jusqu'aux États-Unis? Ils n'en ont pas assez en Europe et au Proche-Orient? Non, justement, ils ont une force déployée qui correspond aux besoins locaux temporaires de l'armée de l'air américaine sur le théâtre et éventuellement de soutenir leurs alliés. Mais s'ils doivent conduire des opérations de grande envergure avec toute leur flotte aérienne de toute la zone, plus leur porte-avions, plus tout ce qu'ils sont en train de ramener, parce qu'il y a aussi des avions de chasse. Il y a des F-22 Raptor qui sont en train de traverser l'Atlantique. Il y a plein d'avions de chasse qui avaient aussi passé l'Atlantique la semaine dernière, parce qu'il y avait un exercice en Europe qui s'appelle Atlantique Trident. Donc l'accumulation de tous les avions de chasse, ils ont besoin effectivement de ravitailleurs s'ils doivent faire des missions à longue distance. On va tout de suite se rendre à Washington, Hélène Bonnet. C'est un moment très important dans cette montée vers la guerre. Je le redonne la nouvelle que le Wall Street Journal communique. Le président des États-Unis aurait déclaré à ses conseillers qu'il approuve les plans d'attaque contre l'Iran, Hélène Bonnet. Wix, one platform, any website, unlimited creation. Oui, information donnée par le Wall Street Journal qui cite des sources proches des délibérations. Cette conversation privée aurait eu lieu hier soir, mais tout en approuvant ces plans, pour l'instant, Donald Trump aurait suspendu l'ordre final. Et c'est ce qu'il a finalement expliqué aujourd'hui à plusieurs reprises. C'est que Donald Trump a dit qu'il mettait à nouveau cet ultimatum face aux Iraniens. Des Iraniens à qui il a dit qu'il est un petit peu tard pour négocier. Et puis tout en disant ça, il semblait leur mettre la pression et laisser encore un tout petit peu la porte ouverte. Il a dit qu'il n'avait toujours pas pris sa décision, qu'il la prendrait sans doute au dernier moment. On sait effectivement qu'il a été briefé sur les plans possibles, les options militaires qui s'offrent à lui et il serait en train en ce moment même, d'après la chaîne NBC, d'en discuter avec ses conseillers dans la Situation Room. C'est une nouvelle réunion de sécurité qui est en train de se dérouler à la Maison-Blanche en ce moment. On a l'impression, quand on se rappelle des crises précédentes contre Milosevic, contre Saddam Hussein, que souvent ce scénario s'est répété où on fait
presque semblant de vouloir faire céder une partie qui ne cédera pas. On imagine mal le pouvoir iranien, la République islamique, de céder entièrement. C'est quoi une reddition totale? Peu probable. Renoncer à 15 ans d'efforts dans le nucléaire qui apparaît comme leur seul objectif politique, ça paraît compliqué, mais maintenant s'ils veulent survivre, peut-être que c'est leur seule solution. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est les solutions. Trump a validé les plans d'attaque sur l'Iran, c'est quand même pas rien. Donc ça veut dire dans un premier temps, tout ce qu'on a vu, tout cet écosystème, cette armada qui s'est déployée, ça veut dire on détruit vraiment pour de bon toute la défense aérienne iranienne. Ensuite, on détruit toute la capacité balistique pour éviter que les intérêts. On parle beaucoup des Américains, mais les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Irak, tout le monde est visé, tout le monde a subi le terrorisme iranien depuis des années et des années. Et ensuite, dans un deuxième temps, empêcher toute résurgence d'un programme nucléaire, mais ça c'est finalement pas l'urgence opérationnelle instantanée. D'abord on veut être capable d'être libre d'opérer, puis ensuite éviter les risques, et dans un deuxième temps effectivement l'objectif de guerre c'est bien le nucléaire, et peut-être faire tomber ce régime, mais ça c'est encore une fois rentrer un saut dans l'inconnu. C'est l'arrêt de mort du programme nucléaire iranien dans tous les cas de figure. C'est-à-dire même si, par extraordinaire, ils faisaient profil bas d'un seul coup, il y a un cap qui a été franchi, il y a un seuil qui a été franchi, c'est le seuil de la guerre, une première fois. Et donc maintenant, l'Iran sera sous surveillance en permanence et qu'on n'hésitera plus, maintenant que ce seuil a été franchi, on n'hésitera plus à attaquer militairement, que ce soit les Israéliens, que ce soit les Américains, les Iraniens, si par extraordinaire ils essayaient, et après s'être tirés un peu de ce mauvais pas, s'ils essayaient de renouveler, de recommencer un programme nucléaire. Donc je pense que maintenant c'est devenu quelque chose qui est impossible pour eux. Donc autant essayer de négocier quelque chose, la survie du régime, ou l'arrêt simplement des frappes. Bien l'oreille, hein. Trump, il joue avec cette épée de Damoclès sur la tête des mollahs, et il en joue même sur un ton faussement badin et désinvolte. La séquence qu'on va voir maintenant est tout à fait incroyable. Il dit, vous verrez, c'est peut-être la semaine qui vient, peut-être un peu avant, et il parle de spectacle. Vous allez voir ce spectacle. Les États-Unis se rapprochent-ils d'une frappe sur les installations nucléaires iraniennes? Qu'en pensez-vous? Vous ne pensez pas sérieusement que je vais répondre à cette question? Allez-vous frapper le nucléaire iranien? Et à quelle heure exactement, monsieur? Monsieur, allez-vous les frapper? Et pourriez-vous nous en informer afin que nous puissions être là et regarder? Je vais vous dire, vous ne savez pas si je vais le faire. Je peux le faire, je peux ne pas le faire. Personne ne sait ce que je vais faire. Je peux vous dire que l'Iran a beaucoup de soucis. Ils veulent négocier, mais pourquoi n'ont-ils pas négocié avec moi avant tous ces morts et cette destruction? Pourquoi ne pas avoir négocié avant? Je leur ai dit, pourquoi ne pas avoir négocié il y a 2 semaines? Vous auriez pu vous en sortir. Le plan principal, sans doute, est de frapper la montagne de Fordo, là où se trouvent les sites nucléaires les plus enfouis. C'est CBS qui le déclare en citant un certain nombre de sources proches du dossier. À une quarantaine de kilomètres de la ville de Qom, au sud de Téhéran. C'est le 2e site d'enrichissement d'uranium du pays, cible stratégique. Expliquez-nous bien, s'il vous plaît, Xavier Titelman, ce que représente ce site, cet énorme bâtiment de 5500 km², l'entrée des tunnels et quelque part sous la montagne, les centrifugeuses. Alors c'est un ensemble souterrain qui est, d'après les renseignements israéliens, relativement profond, avec des coudes, avec des tunnels qui font plusieurs dizaines de mètres de largeur, ce qui permet d'atténuer l'effet d'un blast. C'est-à-dire que si vous avez une explosion dans un endroit de ce souterrain, ça ne va pas forcément se propager et taper sur la porte suivante. Donc il faudrait quand même avoir une accumulation de fortes explosions pour pouvoir réussir à frapper dans la profondeur. Néanmoins, on peut aussi empêcher simplement l'accès, l'électricité, le fait de pouvoir y accéder et continuer à y travailler. Donc même si on n'arrive pas à détruire dans la profondeur, il y a certaines personnes qui nous disent que ce serait 800 mètres en dessous du dessus de la montagne. Donc évidemment, on peut empêcher l'accès à ce site, mais si on n'arrive pas à détruire, on peut au moins le rendre inexploitable. Faisons entrer dans la discussion le général Norlin. Vous êtes avec nous, général Norlin. Vous êtes un des meilleurs connaisseurs de ces sujets. On voit à l'image... Bonsoir, général. Merci beaucoup d'être là. On voit à l'image ce qu'on pensait être la salle principale des centrifugeuses, l'entrée des tunnels, les bâtiments des services auxiliaires. Combien de bombes faudrait-il ou faudra-t-il pour détruire cela? Il en faudra beaucoup. Beaucoup. C'est pour ça que
tout ça est très aléatoire. Mais comme vient de le dire Titelman, il n'est pas nécessaire, surtout si c'est profondément enfoui, d'arriver jusqu'au cœur du centre de Fordo, mais simplement de supprimer l'approvisionnement en électricité, d'empêcher l'entrée des véhicules et des entrées tout court. Donc voilà, il y a d'autres moyens que simplement la pénétration en profondeur, parce que malgré tout, même si la bombe a une capacité de pénétration qui est très importante, bon voilà, ça va au-delà de 100 mètres et même avant, ça sera très difficile. Donc il faudra beaucoup de bombes, c'est une opération qui est quand même très délicate. Je vous rappelle quand même que l'attaque de sites nucléaires est non seulement décommandée, mais interdite par l'AIEA, et qu'il y a un risque de contamination qui est très important, même si ça reste confiné en profondeur, il y aura forcément une contamination radiologique, une contamination générale. Alors, la question radiologique, elle existe systématiquement. Qu'on fasse un essai nucléaire dans le Sahara ou qu'on fasse sauter un dépôt dans lequel il y aurait de l'uranium, il y aura nécessairement, il ne faut pas aller renifler la poussière derrière. Mais néanmoins, on n'est pas du niveau d'une pollution qu'on aurait par exemple autour de la centrale de Zaporijjia, qui serait un potentiel de Tchernobyl. Aujourd'hui, Tchernobyl, c'est détruit pour des siècles et des siècles. Vous allez à Hiroshima, on n'a pas un niveau d'irradiation qui empêche de vivre dans la zone. Donc oui, à chaque fois qu'on tape sur un site qui est potentiellement radioactif, vous aurez des fuites, mais c'est pas aussi grave que par exemple ce qu'on avait en Ukraine. Oui. Le risque, c'est celui des poussières. Oui, c'est la poussière. Bon, et a priori, il devrait y avoir relativement peu de poussière, a priori. Maintenant, ce genre de site, on l'a déjà évoqué plusieurs reprises, mais ça peut s'attaquer aussi au sol. Vous débarquez, c'est peut-être ça la surprise dont parlait Jaouzani. C'est loin quand même. Hein, c'est loin. Oui, alors il faut des hélicoptères. On peut quand même. Hein. Les Israéliens ont fait des opérations de ce type très audacieuses. Donc un raid héliporté, éventuellement peut-être moyen de poser des C-130 dans le coin. C'est de l'assaut. C'est possible. Là, hein. C'est très montagneux. Là. Oui, non, mais il y a des autoroutes. Hein. Oui, il y a des routes. De l'autre côté des montagnes. C'est possible. Bon, voilà, mais non, il faut rappeler que Natanz aussi a été déjà frappé, donc les sites ont déjà été frappés. Hein, bon. D'autres diront Emmanuel Macron est dans la tradition de Villepin, dans la tradition de ceux qui déjà en 2003 ont refusé l'action américaine. Quel est votre avis là-dessus, Xavier Titelman ? Si notre position est stable pour une fois, on ne peut pas s'en plaindre. Notre objectif est d'éviter une escalade. Dans la région, on parlait tout à l'heure de est-ce qu'on va aboutir à du chaos ? Si on aboutit à ce qu'on a tenté en Afghanistan, des milliers de morts, des trillions de dollars qui ont été investis pour finalement avoir un retour des talibans 20 ans plus tard, c'est un échec. Si on est sur le printemps arabe, à la tunisienne, où la population profite de cette occasion pour mettre à sa tête quelqu'un qui serait plus démocrate, ou en tout cas réussir à se débarrasser de ce régime des mollahs que finalement tout le monde aimerait voir disparaître, c'est une bonne chose. Mais si on cherche à imposer un état-major qui aurait été décidé à Israël, à Jérusalem ou à Washington, ce sera un échec. Il faut déjà le dire aujourd'hui, ne cherchons pas à imposer quelqu'un. Bonne chance pour faire du regime change avec